Pour mes 30 ans, mon grand-père m'a offert un chèque de 100 000 € puis m'a giflé en exigeant son retour. Mon frère m'a enfermé, mais j'ai fui à la banque avec le chèque. Le directeur a blêmi et m'a supplié d'appeler la police. Je m'appelle Marine Caillot et j'ai fêté mes 30 ans avec la main de mon frère en travers du visage. 10 secondes plus tôt, je tenais le plus grand cadeau qu'on m'ait jamais offert. Un chèque de 100 000 € de la part de mon grand-père. J'avais à peine lu le montant à 2 reprises lorsque mon frère m'a suivi dans le bureau, a claqué la porte et a tourné le verrou. « Donne-le-moi. » J'ai cru qu'il plaisantait jusqu'à ce qu'il se rapproche. Sa mâchoire était crispée, sa respiration saccadée, et ses yeux restaient fixés sur le chèque. « C'est le mien, ai-je dit. Grand-père me l'a donné. » Sa paume a frappé ma joue avant que je ne puisse bouger. Le bruit a été plus vif que la douleur. Mes oreilles ont sifflé. Il m'a attrapé le poignet et a murmuré avec rage, « Donne-le ou j'appelle le 17. » Cette menace n'avait aucun sens, mais la terreur dans sa voix indiquait que quelque chose d'autre en avait un. Il ne demandait pas de l'aide. Il essayait d'effacer des preuves. Je me suis dégagé d'un coup sec, j'ai déverrouillé la porte alors qu'il tendait le bras vers moi, et j'ai couru dans le couloir sans m'arrêter pour expliquer la marque rouge sur mon visage. J'ai conduit directement jusqu'à la banque, serrant l'enveloppe si fort que le papier se pliait sous mes doigts. Le directeur a examiné le chèque, a tapé le numéro sur son ordinateur, et s'est soudainement arrêté de respirer. Il a regardé l'écran, puis moi, puis a doucement fermé la porte du bureau. « Madame » a-t-il dit, le visage vidé de ses couleurs. « Ne quittez pas ce bâtiment. S'il vous plaît, appelez la police. Avant de vous raconter ce qu'il a trouvé et ce qui s'est passé après que je sois sorti, dites-moi, quelle heure est-il chez vous, depuis où regardez-vous et quel temps fait-il là-bas? Est-ce que cela correspond à votre humeur d'aujourd'hui? Je suis curieuse de voir jusqu'où cette histoire voyagera. » Le directeur s'est présenté sous le nom de Maxime Prigent, mais il ne m'a pas tendu la main. Il a gardé ses 2 paumes à plat sur le bureau comme s'il craignait que le moindre mouvement brusque ne me fasse fuir. « Est-ce le chèque original » a-t-il demandé. « Oui. Mon grand-père l'a écrit il y a moins d'1 heure. » « Est-ce que quelqu'un l'a photographié? » « Je ne sais pas. » Il a légèrement tourné l'écran, pas assez pour que je puisse tout lire, mais suffisamment pour voir mon propre nom sur un compte que je n'avais jamais ouvert. Le numéro de chèque dans son système correspondait à celui que j'avais en main. Selon la banque, il avait déjà été déposé via une application mobile 42 minutes plus tôt. Le compte bénéficiaire s'appelait « Service immobilier Marine Caillot ». Je n'avais jamais possédé d'entreprise portant ce nom. Je n'avais même jamais été cliente de cette banque. Maxime a pointé du doigt une bannière d'alerte jaune. Le dépôt est bloqué parce que l'image a échoué à plusieurs contrôles de sécurité. La personne qui l'a soumis a utilisé une photo de votre permis de conduire, votre numéro de sécurité sociale et une adresse associée à vous. Mais la localisation de l'appareil et le numéro de téléphone ne correspondent pas à votre profil. Ma joue brûlait encore là où mon frère m'avait frappé. Soudain, son exigence n'était plus irrationnelle. Il ne voulait pas de mon cadeau par jalousie. Il voulait le chèque physique parce qu'il pouvait prouver que le dépôt mobile était frauduleux. J'ai appelé la police depuis le bureau de Maxime. Pendant que nous attendions, il a placé le chèque original dans une pochette transparente pour pièce à conviction et m'a demandé de ne plus y toucher. Ensuite, il a demandé au service des fraudes de la banque de conserver l'image du dépôt mobile, les informations de l'appareil, la demande d'ouverture de compte et les enregistrements des caméras du hall de la matinée. Je l'ai regardé agir avec une efficacité minutieuse tandis que mes pensées s'éparpillaient dans toutes les directions. Mon grand-père est arrivé avant les policiers. Il s'appelait Arthur Caillot et, à 78 ans, il avait toujours la prestance de l'entrepreneur en bâtiment qu'il avait été la majeure partie de sa vie. Les épaules droites, la voix ferme, les mains marquées par des décennies de travail. Dès qu'il a vu la marque sur mon visage, cette assurance s'est brisée. Qui a fait ça? Je n'ai pas pu répondre immédiatement. Prononcer le nom de mon frère rendrait ce cauchemar bien trop réel. Colin, ai-je enfin chuchoté. Grand-père a fermé les yeux. Il n'avait pas l'air assez surpris. Cela m'a effrayé encore plus que l'écran de la banque. 2 agents sont entrés, accompagnés d'une inspectrice de la brigade financière, Léa Orsini. Elle nous a demandé de raconter l'histoire séparément. J'ai expliqué le cadeau d'anniversaire, la porte verrouillée, la gifle, l'exigence et la menace d'appeler la police.
Grand-père a confirmé qu'il avait écrit le chèque lui-même et que la signature était authentique. Puis l'inspectrice Orsini a posé une question qui a tout changé. Monsieur Caillot, est-ce que quelqu'un a eu récemment accès à votre chéquier, à vos comptes bancaires en ligne, à vos déclarations d'impôts ou à vos pièces d'identité? Grand-père a fixé le bureau. Mon petit-fils m'aide pour les factures. Colin, ai-je demandé. Il a hoché la tête une fois. Maxime est revenu avec une copie imprimée du dépôt mobile. L'image était floue, mais je pouvais en voir assez. Ce n'était pas un chèque falsifié distinct. C'était une photographie du mien, prise avant que grand-père ne me le remette. Les plis de l'enveloppe correspondaient. Tout comme une minuscule tache d'encre à côté du montant. Quelqu'un avait ouvert l'enveloppe, photographié le chèque, l'avait refermé et avait attendu que je le reçoive. L'inspectrice Orsini a demandé si Colin avait été seul près des cadeaux ce matin-là. Grand-père a répondu qu'il avait demandé à Colin d'apporter plusieurs enveloppes de la cuisine au bureau. Mon estomac s'est noué. Il savait exactement ce que j'allais recevoir avant moi. Ensuite, Maxime nous a montré la demande d'ouverture de compte. Mon identité volée avait été utilisée, mais le numéro de téléphone de récupération se terminait par 4 chiffres que je reconnaissais. Colin avait utilisé ce numéro pour un téléphone prépayé après avoir prétendu que son téléphone habituel était cassé. L'expression de mon grand-père s'est durcie. Combien essayait-il de voler? Aujourd'hui, a dit Maxime prudemment, 100 000 euros. Le mot aujourd'hui a pesé lourdement entre nous. L'inspectrice Orsini l'a remarqué aussi. Nous devons découvrir ce qui s'est passé avant aujourd'hui. Grand-père a glissé la main dans sa veste et en a sorti les clés de sa maison. Sa main tremblait pour la première fois. Il y a des relevés de compte dans mon bureau. Certains ont disparu. Je pensais les avoir égarés. Je me suis souvenu de chaque fois où Colin m'avait traité de mélodramatique pour avoir remis en question ses problèmes d'argent. De chaque fois où ma mère avait dit qu'il était sous pression. De chaque fois où j'avais payé une facture en retard parce que, la famille doit s'entraider. Le sang était-il vraiment un lien, ou avais-je utilisé ce mot pour justifier une chaîne autour de mon cou? Mon téléphone s'est mis à vibrer sur le bureau. C'était Colin. L'inspectrice Orsini a regardé l'écran puis m'a regardé. Ne répondez pas tout de suite. L'appel a cessé. Un message est apparu, apporte-moi le chèque ou grand-père coule avec toi. Un deuxième message a suivi avant même que je puisse respirer, tu n'as aucune idée de ce que tu as signé. L'inspectrice Orsini a photographié les messages et m'a demandé si j'avais déjà signé des documents financiers pour mon grand-père. Je lui ai dit la vérité. 6 mois plus tôt, Colin m'avait apporté une chemise de documents alors que j'aidais notre mère à déménager. Il avait dit que grand-père avait besoin de mettre à jour ses contacts d'urgence et que ma signature confirmait simplement que je pourrais parler au médecin s'il lui arrivait quelque chose. J'avais signé 2 pages sans lire l'intégralité du dossier. La honte m'a envahi avant la colère. J'avais passé des années à croire que Colin était insouciant, impulsif et égoïste. Je n'avais jamais envisagé qu'il puisse être méthodique. Grand-père s'est souvenu du dossier. Colin lui avait dit la même chose, sauf qu'on avait demandé à grand-père de signer une page nommant Colin comme mandataire financier temporaire. L'inspectrice Orsini nous a dit de ne pas présumer de la nature des documents avant qu'elle ne les ait vus, mais son ton rendait le danger évident. Si Colin avait combiné nos signatures avec des pièces d'identité volées, il avait pu se créer un pouvoir qu'aucun de nous n'avait l'intention de lui donner. Les policiers ont pris des photos du gonflement sur ma joue. J'ai fait une déposition formelle et j'ai accepté qu'il copie mes messages. Maxime a gelé le compte frauduleux avant que le dépôt mobile ne puisse être validé, et la banque a placé une alerte sur le profil de mon grand-père. Mon véritable chèque ne pouvait pas être déposé avant que l'enquête ne l'ait dissocié de l'image en double. Mais pour la première fois de la journée, je ne me souciais pas de l'argent. Je me souciais de l'impact que Colin avait déjà eu sur nos vies. J'ai passé la nuit chez ma meilleure amie, Tania Valois, une avocate spécialisée dans les litiges commerciaux. Elle n'a pas prétendu être mon avocate pénaliste, mais elle en savait assez pour m'aider à faire une liste, bloquer mes comptes de crédit, changer tous mes mots de passe, faire refaire mon permis de conduire, demander mes rapports de solvabilité. Conserver les messages et cesser de discuter de l'affaire avec quiconque risquerait de répéter les informations à Colin. Ma mère a appelé 17 fois. Quand j'ai fini par répondre, elle pleurait. Elle s'appelait Danielle, et elle avait passé la majeure partie de mon enfance à traduire le comportement de Colin en termes plus doux. Il n'avait pas volé, il avait emprunté.
Il n'avait pas menti, il avait paniqué. Il ne m'avait pas manipulé, il avait besoin de sa sœur. Marine, il dit que tu l'as attaqué, a-t-elle dit. Il dit que grand-père vous a donné l'argent à tous les deux et que tu as essayé de tout garder. Il m'a giflé. Il y a eu un silence. Il dit que tu l'as poussé en premier. J'ai regardé Tania de l'autre côté de la table de la cuisine. Elle entendait chaque mot grâce au haut-parleur. T'a-t-il dit qu'il avait ouvert un compte bancaire à mon nom? Qu'est-ce qu'il t'a dit d'autre? Il a photographié le chèque avant que grand-père ne me le donne et a essayé de le déposer. La respiration de ma mère a changé. Il a dit qu'il y avait eu un malentendu. Un malentendu ne nécessite pas mon numéro de sécurité sociale. Elle a commencé à me supplier de ne pas en faire une affaire d'État. Cette phrase avait protégé Colin pendant des années. Elle avait gardé ses emprunts impayés secrets, ses rumeurs de jeux d'argent silencieuses et ses crises de colère à l'intérieur de la famille. J'ai réalisé alors que le silence n'avait pas empêché les dégâts. Le silence avait simplement rendu les dégâts plus faciles. Je n'en fais pas une affaire d'État, ai-je dit. Je refuse de minimiser ce qu'il a fait. J'ai raccroché. Le lendemain matin, l'inspectrice Orsini m'a demandé de venir chez mon grand-père pendant que les policiers supervisaient une perquisition de son bureau. Rien n'était cassé. C'était la partie la plus dérangeante. Quiconque avait pris les dossiers savait exactement où chercher et avait probablement été invité à entrer de nombreuses fois. Nous avons trouvé 3 ans de relevés bancaires dans un classeur verrouillé, mais 6 relevés mensuels manquaient. L'ordinateur portable de grand-père affichait des connexions répétées depuis un appareil inconnu. Sa messagerie électronique contenait une règle de redirection qui envoyait silencieusement les messages contenant des mots comme banque, virement, relevé et vérification vers une adresse que personne d'entre nous ne reconnaissait. Tania nous a aidés à tout imprimer avant que la règle ne soit désactivée. Puis mon grand-père a trouvé un double d'un ancien chéquier. Il affichait des paiements mensuels de 3 850 € à une entreprise appelée Nord-Ouest Conseil Immobilier. Il n'avait jamais embauché cette entreprise. L'enregistrement de la société désignait Colin comme l'organisateur. Grand-père s'est assis lourdement sur sa chaise de bureau. Au cours des 18 mois précédents, Nord-Ouest avait reçu près de 70 000 € de son compte. Les notes de transaction qualifiaient ces paiements de « frais de maintenance pour propriété locative », mais grand-père avait vendu sa dernière propriété locative 4 ans plus tôt. Je lui faisais confiance, a dit grand-père. Sa voix ne contenait aucune rage, seulement de l'humiliation. C'est à ce moment-là que ma peur s'est transformée en détermination. Colin avait compté sur le fait que notre amour se transformerait en embarras. Il pensait que grand-père préférerait perdre de l'argent plutôt que d'admettre que son propre petit-fils l'avait trompé. Il pensait que je préférerais lui abandonner le chèque plutôt que de révéler que j'avais signé des papiers sans les lire. Il pensait que maman arrangerait tout avant que la police ne pose des questions difficiles. Il avait étudié chaque faiblesse de notre famille et avait transformé chacune d'elles en verrou. L'inspectrice Orsini m'a demandé si j'étais prête à passer un appel sous contrôle. Colin croyait toujours que j'avais le chèque. Si je le laissais parler, il expliquerait peut-être ce qu'il voulait que j'en fasse. J'ai accepté. Avec l'inspectrice enregistrant grâce à du matériel homologué, je l'ai appelé depuis la cuisine de grand-père. Colin a répondu immédiatement. Enfin, a-t-il dit. Tu l'as. Oui. Alors arrête d'être stupide et apporte-le-moi. Qu'est-ce que j'ai signé, Colin? Silence. Tu as signé ce que tu devais signer. Ce n'est pas une réponse. Sa voix a baissé d'un ton. Tu as signé des documents disant que grand-père nous autorisait à gérer certains fonds. Si tu vas à la police, ces papiers font de toi une complice. Ma main s'est serrée autour du téléphone, mais l'inspectrice Orsini a levé un doigt, me rappelant de rester calme. Complice de quoi? Ne joue pas les innocentes. Apporte-moi le chèque original. Une fois que je l'aurai, je pourrai régler le dépôt, fermer le compte et faire disparaître les papiers. C'était là. Pas une confession complète, mais assez pour montrer des connaissances qu'aucune personne innocente ne devrait avoir. Pourquoi as-tu utilisé mon nom? Parce que le tien était propre. Les mots sont tombés plus froidement que la gifle. Puis il a ajouté, and because nobody ever believe you over me, et parce que personne ne te croit jamais quand c'est contre moi. La ligne a coupé. Pendant la majeure partie de ma vie, cette phrase m'aurait brisé. Au lieu de cela,
j'ai regardé grand-père, l'inspectrice et les relevés imprimés qui couvraient la table. Cette fois, ai-je dit, ce n'est pas lui qui décide de qui on croit. L'enregistrement a donné à l'inspectrice Orsini un motif valable pour étendre l'enquête, mais elle m'a averti que Colin deviendrait plus dangereux une fois qu'il réaliserait que la banque avait bloqué l'argent. Elle avait raison. À midi, il avait envoyé des messages à des proches affirmant que j'avais manipulé grand-père pour qu'il me donne ses économies. En fin de soirée, il avait publié un message vague en ligne sur la maltraitance des personnes âgées au sein de notre propre famille. Il n'a jamais utilisé mon nom, mais tout le monde savait de qui il parlait. Mon téléphone s'est rempli de questions. Une tante a demandé si grand-père était sain d'esprit. Un cousin m'a dit que je devrais partager le cadeau pour préserver la paix. Un ami de la famille a dit que même si Colin avait fait une erreur, impliquer la police était cruel. Pas un seul d'entre eux n'a demandé pourquoi mon visage était tuméfié. J'ai arrêté de me défendre personne par personne. Tania m'a aidé à rédiger une réponse unique, mon grand-père est en sécurité. La banque a identifié une fraude suspectée et l'affaire est gérée par les forces de l'ordre. Je ne discuterai pas des preuves en privé. Puis j'ai désactivé les notifications. La découverte suivante est venue de mon rapport de solvabilité. 3 cartes de crédit avaient été ouvertes à mon nom au cours de l'année précédente. Les soldes s'élevaient à 26 000 €. L'adresse postale correspondait à une boîte aux lettres privées que Colin louait via Nord-Ouest Conseil Immobilier. Une carte avait servi à payer des paris en ligne, une autre des chambres d'hôtel, et la troisième une montre de luxe qu'il portait à mon anniversaire. Je me suis souvenu d'avoir complimenté cette montre. Il avait souri et m'avait dit que le travail acharné finissait par payer. L'expert comptable de mon grand-père a découvert plus encore. Les virements mensuels vers Nord-Ouest n'étaient qu'une partie du plan. Colin avait utilisé les faux documents d'autorisation pour demander une ligne de crédit garantie par la maison de mon grand-père. La demande n'était pas encore finalisée, mais elle devait être approuvée la semaine suivante. Si le chèque d'anniversaire avait été encaissé sur le faux compte, Colin prévoyait de s'en servir comme preuve de liquidité et de déplacer l'argent avant que la banque ne termine son examen. L'exposition totale s'élevait à plus de 200 000 €. Grand-père a écouté sans l'interrompre. Puis il a demandé à Tania d'organiser une réunion avec un avocat spécialisé en succession. Il a retiré Colin en tant qu'exécuteur testamentaire suppléant, a annulé chaque autorisation portant le nom de Colin et a placé une alerte de fraude officielle sur son titre de propriété. Il a également changé les serrures. Ma mère est arrivée pendant que le serrurier travaillait. Elle se tenait dans l'allée, fixant le nouveau verrou de sécurité comme s'il s'agissait d'une annonce publique de l'effondrement de notre famille. « Tu mets ton propre petit-fils à la porte ?» a-t-elle demandé. Grand-père l'a regardé pendant un long moment. Il a enfermé Marine dans une pièce et l'a frappée. Il a utilisé son identité. Il a utilisé la mienne. La question n'est pas de savoir pourquoi je le mets dehors. La question est de savoir pourquoi nous lui avons donné les clés pendant si longtemps. Maman a tressailli. Je m'attendais à ce qu'elle argumente, mais au lieu de cela, elle s'est assise sur le porche et s'est caché le visage. Elle a admis que Colin lui avait demandé de l'argent à plusieurs reprises. Elle lui avait donné près de 30 000 € provenant d'un compte de retraite et nous avait menti sur la raison pour laquelle elle ne pouvait pas payer les réparations de sa maison. Et Tolder et dangereux people and that refuse him could get the family hurt, il lui avait dit qu'il devait de l'argent à des personnes dangereuses et que lui refuser cette aide pourrait faire du mal à la famille. Est-ce que tu l'as cru, ai-je demandé. Je croyais qu'il avait peur. Ce n'est pas la même chose que de croire qu'il était honnête. Elle a hoché la tête, des larmes coulant entre ses doigts. Pour une fois, je ne me suis pas précipité pour la réconforter. J'aimais ma mère, mais je ne pouvais plus la protéger des conséquences de sa protection envers lui. Ce soir-là, Colin a appelé mon grand-père depuis un nouveau numéro. L'inspectrice Orsini avait déjà pris des dispositions pour que les prochains appels soient enregistrés. Grand-père a répondu sur haut-parleur. « Tu as changé les serrures » a dit Colin. « Oui. »« Tu as laissé Marine te monter contre moi. » »« Non » a répondu grand-père. « Tu as fait ça tout seul. » La voix de Colin s'est faite plus menaçante. Elle a signé les papiers, elle aussi. Si je tombe, elle tombe avec elle. J'ai ressenti le vieux réflexe de m'expliquer, de prouver mon innocence, de supplier grand-père de ne pas douter de moi. Mais il n'a pas quitté le téléphone des yeux. Alors apporte des copies de chaque document, a dit grand-père. Demain, au bureau de Tania.
Nous réglerons tout en privé. Colin a hésité. Et le chèque? Marine l'apportera. L'inspectrice Orsini avait suggéré cette proposition. Le chèque original resterait en sécurité à la banque, mais nous placerions une photocopie inoffensive à l'intérieur d'une enveloppe. La salle de réunion serait surveillée avec le consentement de tous, sauf là où la loi le permettait et coordonnée par les enquêteurs. Le but n'était pas de le provoquer. C'était de le laisser expliquer les documents qui, selon lui, me rendaient responsable. Le lendemain après-midi, Colin est entré dans la salle de conférence de Tania vêtu d'un costume et portant la montre achetée avec ma carte de crédit volée. Il a souri en voyant l'enveloppe devant moi. La voilà, a-t-il dit. La sœur raisonnable. Il a posé un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvaient des copies de documents portant ma signature et celle de mon grand-père. À première vue, il semblait légitime, mais Tania a immédiatement remarqué que plusieurs pages utilisaient des polices de caractères différentes, des marges incohérentes et des tampons de notaire d'un département où aucun de nous ne s'était jamais rendu. Colin s'est assis en face de moi et a tapoté l'enveloppe. « Donne-moi ça et je détruirai tout cela. »« Qu'est-ce qui se passe après que tu les as détruits ?» ai-je demandé. « Le compte sera fermé. Grand-père récupérera son argent tôt ou tard. Tu dis à la police que tu as surréagi. Et les cartes à mon nom ?» Son sourire s'est évanoui. « Et Nord-Ouest, et le prêt sur la maison de grand-père ?» Il a regardé vers la porte. « Tu m'as piégé. »« Non, ai-je dit. J'ai enfin lu ce que tu as mis devant moi. » Colin s'est levé si rapidement que sa chaise a heurté le mur. Il a saisi le dossier et a tendu la main vers l'enveloppe, mais grand-père a posé une main dessus. « Tu m'as volé, » a dit grand-père. « J'allais rembourser. »« Avec quoi ?» Le visage de Colin s'est crispé. « Avec le chèque que tu aurais dû me donner dès le départ. » La pièce est devenue silencieuse. Puis il a réalisé ce qu'il venait de dire. Et shoved grandpa s and away, snatched the envelope, and tore it open, il a repoussé la main de mon grand-père, a arraché l'enveloppe et l'a déchirée. Quand il a vu la photocopie, la panique a remplacé la rage. Il s'est précipité vers la porte. L'inspectrice Orsini est entrée depuis le couloir et lui a ordonné de s'arrêter. Colin s'est enfui par la sortie arrière à la place. Il a laissé les documents falsifiés derrière lui. Colin n'a pas été arrêté au bureau. L'inspectrice Orsini avait de quoi l'interroger, mais les enquêteurs voulaient lier directement les dossiers financiers à lui avant d'agir, et il n'avait agressé physiquement personne pendant la réunion. Lorsque les policiers sont arrivés à son appartement, il était parti. Pendant les 48 heures suivantes, il est devenu une ombre au contour de nos vies. Il a envoyé des messages vocaux à ma mère disant que je l'avais ruiné. Il a envoyé un courriel à mon grand-père depuis une adresse cryptée, promettant de lui rendre chaque centime si nous retirions nos dépositions. Il a appelé des proches et a dit que j'avais inventé cette fraude parce que je voulais tout l'héritage. Chaque version le rendait plus innocent et moi plus monstrueuse. Puis, quelqu'un s'est introduit chez mon grand-père. Le nouveau verrou avait été forcé peu après minuit. La caméra de sécurité a filmé Colin entrant par la porte latérale, une capuche rabattue sur son visage. Il est allé directement au bureau, a ouvert les tiroirs, a pris l'ordinateur portable et a emporté 2 cartons de documents. Il savait que grand-père logeait chez moi, mais il ignorait que l'inspectrice Orsini nous avait demandé d'installer une seconde caméra à l'intérieur du bureau. Cette caméra a filmé son visage très clairement lorsque sa capuche a glissé. Il ignorait également que l'ordinateur portable avait été remplacé par un vieil appareil ne contenant aucun fichier utile. À 2h13 du matin, l'alarme de ma voiture s'est déclenchée devant l'immeuble de Tania. Nous avons observé depuis une fenêtre du premier étage une silhouette sombre ouvrir la portière arrière et se pencher à l'intérieur. La police est arrivée avant que nous ne descendions, mais la personne s'est enfuie par une ruelle. Sur la banquette arrière, les policiers ont trouvé un sac en toile contenant des chèques vierges provenant du chéquier manquant de grand-père, des copies des documents falsifiés et l'une des cartes de crédit ouvertes à mon nom. Colin essayait de fabriquer une histoire. Il avait déjà raconté à tout le monde que j'avais volé les informations financières de mon grand-père et créé Nord-Ouest moi-même. Pendant quelques secondes, je n'ai pas pu parler. Si nous avions trouvé ce sac sans les caméras, sans les relevés bancaires, sans l'appel contrôlé, cela aurait pu sembler convaincant. Il n'avait pas simplement prévu de me prendre mon argent. Il avait prévu de me faire porter la responsabilité de ses crimes.
L'inspectrice Orsini m'a montré les images de la porte latérale et m'a demandé si je reconnaissais l'homme. C'est mon frère, ai-je dit. La phrase faisait mal, mais elle ne me rendait plus vulnérable. Les enquêteurs ont obtenu des mandats pour l'appartement de Colin, ses comptes numériques et les dossiers de Nord-Ouest. Ils ont trouvé des reçus de Paris, des faux tampons de notaire, des copies de ma pièce d'identité, les relevés bancaires manquants de mon grand-père et un tableur détaillant la somme qu'ils pensaient pouvoir extorquer à chaque membre de la famille en faisant pression sur eux. À côté de mon nom, il avait écrit « Crédit propre, réceptive à la culpabilité, susceptible d'obtempérer si maman appelle ». J'ai lu cette ligne à 2 reprises. Chaque appel d'anniversaire, chaque excuse, chaque demande d'argent urgente prenait soudain un tout autre sens. Il avait réduit mon amour pour lui à une simple vulnérabilité dans un tableau Excel. Maman a demandé à voir les preuves. L'inspectrice Orsini ne pouvait pas tout lui montrer, mais grand-père a partagé la page du tableur et les virements de son compte. Maman est restée assise à la table de la cuisine pendant près d'1 heure sans dire un mot. Puis elle a ouvert son téléphone et a diffusé le dernier message que Colin lui avait envoyé. « Dis à Marine de laisser tomber », disait sa voix. « Si elle ne le fait pas, je m'assurerai que toute la famille sache qu'elle a volé grand-père. Tu sais que les gens te croiront. Dis que tu l'as vu prendre son chéquier. » Maman a arrêté l'enregistrement. Il veut que je mente. Il s'attendait à ce que tu le fasses, ai-je dit. Cette révélation l'a enfin frappé. Aider Colin lui avait toujours semblé être un acte d'amour. À présent, il lui demandait de témoigner contre sa propre fille. Notre famille élargie avait prévu un déjeuner le dimanche pour la semaine d'anniversaire de mon grand-père. Colin le savait et l'inspectrice Orsini pensait qu'il pourrait s'y présenter car il croyait encore que la pression publique pourrait nous forcer à reculer. Elle nous a conseillé d'éviter l'affrontement, mais grand-père a refusé d'annuler. Il a utilisé la famille comme un bouclier, a-t-il dit. J'ai fini de me cacher derrière ce même bouclier. Nous n'avons pas transformé le déjeuner en spectacle. Il n'y avait pas de projecteur, pas de pile de preuves théâtrales, pas de discours préparé pour susciter les applaudissements. Grand-père s'est simplement levé avant que tout le monde n'arrive et leur a dit la vérité en termes simples. La banque avait identifié un dépôt frauduleux. Des comptes avaient été ouverts à mon nom. De l'argent avait été détourné des siens. La justice enquêtait. Il a demandé aux proches de ne pas contacter Colin ni de répéter des détails qui pourraient interférer avec l'enquête. La moitié de la pièce avait l'air honteuse. Le cousin qui m'avait conseillé de partager le chèque a évité mon regard. Ma tante s'est discrètement excusée. Puis la porte d'entrée s'est ouverte. Colin est entré, portant les vêtements de la veille. Il n'était pas rasé et la montre de luxe avait disparu. Il a regardé autour de lui, a vu les expressions et a immédiatement compris que grand-père avait parlé en premier. « Alors, c'est ça le procès ?» a-t-il dit. « Non », a répondu grand-père. « Ça viendra plus tard. » Colin m'a pointé du doigt. « Elle a tout planifié. Elle détestait que tu me fasses confiance. Elle attendait une occasion de m'exclure. Maman s'est interposée entre nous. Je ne l'avais jamais vu faire cela auparavant. M'as-tu demandé de mentir en disant que Marine avait volé le chéquier, a-t-elle demandé. L'expression de Colin a changé. Maman, tu ne comprends pas. Réponds-moi. J'essayais de nous protéger. Il a regardé les proches qui l'observaient et a choisi l'erreur qu'il commettait toujours. Il a joué la comédie au lieu de dire la vérité. Marine m'a donné la permission, a-t-il dit. Elle était au courant pour le compte. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'enregistrement que l'inspectrice Orsini nous avait autorisé à conserver et j'ai diffusé sa voix lors de l'appel contrôlé. Parce que le tien était propre. Personne ne bougeait. Puis est venue la phrase en laquelle il avait eu le plus confiance. Personne ne te croit jamais quand c'est contre moi. Colin s'est jeté sur mon téléphone. Grand-père a essayé de s'interposer et Colin l'a poussé brutalement sur une chaise. 2 policiers qui attendaient dans une pièce adjacente sont intervenus immédiatement. Colin s'est débattu lorsqu'ils l'ont attrapé par les bras, criant que les preuves étaient fausses et que j'avais volé son avenir. Alors qu'il l'emmenait vers la porte, il s'est retourné et m'a fixé. « Tu penses avoir gagné ?» a-t-il hurlé. « Tu as détruit cette famille. » J'ai regardé ma mère qui soutenait mon grand-père, les proches qui ne pouvaient plus faire semblant, et la marque sur ma joue qui commençait à jaunir. « Non », ai-je dit.
Je t'ai empêché de détruire ce qu'il en restait. La porte s'est refermée derrière lui. Pour la première fois depuis des années, personne n'a couru après Colin. L'arrestation de Colin n'a pas produit le soulagement instantané auquel je m'attendais. Elle a engendré de la paperasse, des entretiens, des audiences et un silence inhabituel au sein de la famille. Pendant des semaines, chaque numéro inconnu me nouait l'estomac. Son avocat a soutenu que les transferts financiers étaient des prêts familiaux et que j'avais sciemment permis l'utilisation de mes informations. Les documents falsifiés présentaient cependant un problème que ces explications ne pouvaient résoudre. Les données d'appareil de la banque localisaient le dépôt frauduleux sur le téléphone prépayé de Colin. La demande d'ouverture de compte contenait un selfie sur lequel il s'était couvert la majeure partie du visage d'une casquette et d'un masque, mais les enquêteurs ont fait correspondre la pièce en arrière-plan avec des photos de son appartement. Son box de stockage abritait les relevés de grand-père et des copies de ma pièce d'identité. Les images de vidéosurveillance le montraient entrant dans le bureau de grand-père, puis s'approchant de ma voiture. Les appels enregistrés démontraient qu'il savait que le faux compte existait et qu'il voulait que le chèque original soit détruit. L'audit financier a finalement retracé 214 600 € de fonds volés, de crédits frauduleux et de tentatives d'emprunt. Tous les euros n'avaient pas été dérobés avec succès, mais le plan était bien plus vaste que ce que nous avions imaginé. Colin a appelé maman depuis la prison et lui a demandé de payer sa caution. Elle l'a écouté pendant moins d'1 minute. « Je t'aime », a-t-elle dit, « mais je ne te sortirai pas de là. » Puis elle a raccroché. Ce choix lui a coûté. Elle a pleuré après coup, s'est remise en question et a failli rappeler, mais elle ne l'a pas fait. Grand-père a refusé de payer pour la défense de Colin, l'a retiré de son testament et a officiellement dissous tout lien commercial entre eux. L'employeur de Colin l'a licencié en apprenant qu'il avait utilisé le matériel de l'entreprise pour créer certains documents falsifiés. Sa fiancée lui a rendu sa bague et a déménagé. Les proches qui l'avaient défendu ont cessé de répéter ces accusations lorsque les enquêteurs ont commencé à leur demander qui les leur avait transmises. Des mois plus tard, Colin a accepté un accord de plaider coupable couvrant la fraude bancaire, l'usurpation d'identité, l'abus de faiblesse sur personnes âgées, la falsification de documents, le cambriolage et les violences physiques connexes. Le juge a ordonné le remboursement des sommes, plusieurs années de prison ferme, suivies d'une liberté surveillée. Il lui a également été interdit de me contacter ou de contacter mon grand-père, sauf par l'intermédiaire d'avocats. Lors du prononcé de la peine, Colin s'est tourné vers moi et a dit qu'il était désolé. Puis il a ajouté que rien de tout cela ne serait arrivé si grand-père avait partagé l'argent équitablement. Cette phrase m'a prouvé que ces excuses n'étaient qu'une énième négociation. Lorsque je me suis adressé au tribunal, je n'ai pas demandé de cruauté. J'ai demandé de la responsabilité. J'ai expliqué que le préjudice le plus profond n'était pas l'argent perdu ni le crédit endommagé. C'était de découvrir que mon frère avait cartographié notre compassion et l'avait utilisé comme une stratégie financière. J'ai passé des années à lui éviter les conséquences de ses actes, ai-je dit. Je croyais que c'était de l'amour. Ce n'en était pas. C'était une autorisation de continuer. Le juge a validé l'accord. À la sortie du tribunal, maman m'a demandé si je me sentais satisfaite. J'ai pensé à la gifle, au faux compte, au sac déposé dans ma voiture et à la façon dont Colin avait hurlé que j'avais détruit la famille. Non, ai-je dit. Je me sens libéré. C'était bien mieux que la vengeance, telle que je me l'étais imaginée autrefois. Je n'avais pas besoin de ruiner Colin. Je devais seulement cesser de m'interposer entre lui et les conséquences de ses propres choix. La banque a finalement validé le cadeau d'origine et l'a réémis sous forme de chèque de banque. Grand-père a proposé d'augmenter le montant en raison de ce que j'avais enduré, mais j'ai refusé. 100 000 € c'était déjà bien plus que suffisant, et je ne voulais pas que les crimes de Colin transforment la générosité de grand-père en compensation pour ma douleur. J'ai utilisé une partie de cet argent pour verser un acompte sur un petit bâtiment en briques où j'ai ouvert un atelier de restauration d'art. Je rêvais de cette entreprise depuis des années, mais je repoussais sans cesse le projet car Colin avait toujours une nouvelle urgence. Une autre partie a été placée sur un compte d'épargne, et le reste a servi à payer ma thérapie, mes frais juridiques et le travail nécessaire pour rétablir mon crédit. La première chose que j'ai encadrée pour l'atelier n'était pas le chèque. C'était une photo de grand-père debout à mes côtés le jour de l'ouverture, tenant un niveau à bulle pendant que j'essayais d'accrocher l'enseigne bien droite. C'est maman qui a pris la photo. Notre relation n'a pas guéri en une seule conversation. Elle a suivi une thérapie,
a appris à reconnaître la manipulation financière et émotionnelle, et s'est excusée sans me demander de lui pardonner immédiatement. Parfois, elle commençait encore ses phrases par « mais c'est ton frère ». Puis elle s'arrêtait et reprenait d'une autre manière. Grand-père a récupéré une partie de l'argent volé grâce aux comptes saisis et aux remboursements ordonnés. Ce qui comptait le plus pour lui, c'était de retrouver son sens du discernement. La fraude lui avait fait douter de sa propre intelligence, mais la honte appartenait à la personne qui l'avait trompé, non à celle qui avait fait confiance à sa famille. 1 an après sa condamnation, Colin a envoyé une lettre par l'intermédiaire de son avocat. Il écrivait que la prison l'avait changé, qu'il comprenait pourquoi j'avais témoigné et qu'il espérait que nous pourrions redevenir des frères et sœurs un jour. Vers la fin, il demandait si je pouvais parler à grand-père pour lui restituer une petite partie de son héritage. J'ai plié la lettre et je l'ai rangée dans un tiroir. Peut-être que Colin changerait vraiment. Peut-être apprendrait-il à s'excuser sans y joindre une requête. Mais sa réhabilitation n'était plus ma responsabilité. Le pardon, s'il venait un jour, ne signifierait pas un accès retrouvé. L'amour, s'il subsistait, ne signifierait pas la soumission. Pour mon 31e anniversaire, grand-père m'a remis une enveloppe simple. Mon corps s'est tendu avant même que je ne puisse m'en empêcher. Il l'a remarqué et a souri tristement. Ce n'est qu'une carte, a-t-il dit. À l'intérieur, il avait écrit une seule phrase, « La plus belle chose que tu as construite cette année est une vie que personne d'autre ne contrôle. » J'ai gardé cette carte. En y repensant, les 100 000 € ont effectivement changé ma vie, mais pas parce qu'ils ont permis d'acheter un bâtiment. Ils ont révélé le prix que je payais pour maintenir la paix avec quelqu'un qui avait choisi le chaos. Le jour où mon frère m'a giflé, il pensait que la peur me rendrait obéissante. Au lieu de cela, elle a finalement rendu la vérité impossible à ignorer. Les familles ne survivent pas parce qu'une personne encaisse chaque blessure. Elles survivent lorsque l'amour inclut l'honnêteté, des limites et des conséquences. Parfois, protéger une famille signifie refuser de protéger la personne qui lui nuit.